Tu as parlé de croyances aidantes et limitantes, du coup. Est-ce que tu peux un peu expliquer la différence entre les deux? Une croyance aidante, c'est une croyance qui te porte. Mhm. Une croyance qui te dit tu es sur le bon chemin, continue à avancer. Une croyance limitante, ça peut être une croyance qui va te bloquer, qui va te figer et qui va te dire à l'inverse que tu es sur le mauvais chemin. En tout cas, c'est ce qu'elle voudrait te faire croire. D'accord. Et tout le travail, c'est d'identifier quelles sont mes croyances aidantes et limitantes, par exemple. Et quand elles sont limitantes, être en capacité de les modifier, voire de les supprimer. Ok. Et selon toi, d'où part le point de départ? Où démarre une croyance limitante ou aidante? À quel moment elle s'est construite? Voilà, Durant l'enfance. durant l'enfance. Tout démarre durant l'enfance. Tout démarre au moment où on est conçu. J'ai presque envie de dire dans le fœtus de la maman, au travers de ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique. C'est-à-dire aujourd'hui, on a plein de grilles de lecture qui nous permettent de comprendre un petit peu de quelle manière on s'est construit. Donc tu as l'épigénétique, tu as la psychologie, tu as les neurosciences, tu as la phénoménologie. Enfin, il y a plein de grilles de lecture qui, quand tu les croises, vont te permettre d'avoir des réponses et des réponses plutôt satisfaisantes dans les stratégies que tu vas mettre en place et donc de bien identifier ce que tu vas devoir modifier, comme je l'ai dit précédemment pour les croyances, mais typiquement dans ta stratégie, dans ce que tu as mis en place, est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent bien et d'autres qui fonctionnent moins bien? Du coup, les croyances, elles ne sont pas figées. C'est-à-dire qu'on peut les modifier, elles peuvent changer. Une croyance limitante peut être transformée en croyance aidante et inversement, du coup. Oui, petit, de croire au Père Noël, tu vois, ça t'a peut-être fait du bien de continuer à croire au Père Noël aujourd'hui, peut-être que c'est plus une bonne idée. Donc c'est ça une croyance en fait. Et puis une croyance, c'est quelque chose qui est transmis par ton environnement. Mhm. Donc quand tu es dans un environnement familial euh, où on va te transmettre des croyances qui ne vont pas forcément être aidantes pour toi, très rapidement tu risques d'être bloqué Mhm. dans ton évolution et dans ta capacité à atteindre tes objectifs. J'ai un peu l'impression que les croyances, c'est une sorte de... Comment je pourrais dire ça? C'est un peu héréditaire, finalement. C'est quelque chose qu'on se transmet peut-être de génération en génération. Il y a l'environnement familial, Mhm. mais ensuite il y a tout ce qui concerne l'environnement scolaire, Mhm. social, donc privé, social, professionnel, et puis sportif, bien évidemment, très tôt sportif. Quand tu commences à faire du sport tôt et que tu as un certain talent que tu exprimes par tes capacités physiques, par exemple, les personnes qui vont être autour de toi, celles qui vont t'accompagner, vont ensuite agir sur ta psychologie et t'amener, dans de bonnes ou de moins bonnes conditions, à atteindre tes objectifs. Ok, d'accord. Et du coup, toi, lorsque quelqu'un se présente à toi et te dit, je veux atteindre tel objectif ou j'ai l'impression d'avoir une forme de plafond de verre, comment est-ce que tu arrives à lui faire, parce que j'imagine que c'est une sorte de prise de conscience que la personne doit avoir, comment tu arrives à lui faire passer ce cap-là? Alors oui, c'est une prise de conscience, parce que sans prise de conscience, le changement est impossible. Oui, c'est vrai. Tu ne peux pas changer quelque chose dont tu n'as pas conscience. Donc, une des premières étapes, effectivement, c'est la prise de conscience. Mhm. De quelle manière la personne va pouvoir prendre conscience, et ça va se faire évidemment dans l'échange, en la questionnant, et surtout en questionnant la manière dont elle pense, la manière dont elle perçoit ses environnements, donc la manière dont elle perçoit sa réalité. Ok, d'accord. Et il y a quelque chose que tu dis très souvent dans les podcasts ou même sur les réseaux. Tu parles du fait de créer sa propre réalité, comme tu en as parlé. Et justement, à quoi ça correspond selon toi? On vit tous dans des réalités différentes. Mhm. Toi et moi, en ce moment, on partage une réalité. Mhm. Si toi, ce soir, tu parles de ce que tu as vécu avec moi et que moi, je le fais de mon côté, peut-être qu'on va décrire deux réalités différentes. Tu vois ce que je veux dire? Oui, On est totalement. au même endroit en ce moment, mais ce qu'on est en train de vivre, on le vit différemment. Parce qu'on est stimulé par l'environnement, et toutes ces stimulations, ensuite, vont venir agir sur notre psychologie, sur notre corps, et faire que ce qu'on est en train de construire est quelque chose d'individuel. Ok. Peut-être que ce soir, tu diras, j'ai tourné un podcast avec Thierry, c'était plutôt sympa, et peut-être que moi, je dirais de mon côté que j'ai tourné un podcast avec toi et que c'était très sympa. Tu vois, il y a des nuances, en fait, qu'on va pouvoir retrouver dans la manière dont les individus vont relater l'expérience qu'ils ont vécue. Et c'est dans ces nuances qu'on va arriver à comprendre dans quelle réalité vit chacun des individus. Ok. Et à quel point est-ce que, parce que on vit chacun notre propre réalité, mais c'est un peu inconscient finalement, on n'a pas conscience de tous les biais qui transforment ou qui modulent un peu notre réalité. Et est-ce que tu penses que c'est important d'avoir conscience de ça? Et surtout, pourquoi est-ce que c'est important d'en avoir conscience? Alors il y a ce qui est dans le champ de la conscience et ce qui échappe au champ de la conscience.
Par exemple, en ce moment, tu vois, devant nos yeux, il y a des images subliminales, il y a peut-être des odeurs qu'on n'est pas en capacité d'identifier en conscience, mais que le cerveau, lui, identifie. Et ça va nous impacter sans même qu'on s'en rende compte. Ensuite, par rapport à la réalité, on vit tous dans des réalités différentes, mais c'est nous-mêmes qui construisons cette réalité. Et on construit cette réalité en contact avec les environnements. Ce matin, je me lève et je me dis que je vais passer une belle journée. Ok. C'est ce que je me dis. Je me dis ça parce que je prévisualise ma journée, je sais que je vais prendre mon train, que je vais faire 2 heures de train, que pendant que je vais être dans le train, c'est super parce que je vais être au calme et que je vais pouvoir travailler. Personne ne va me déranger. Ensuite, je vais arriver à Paris, je suis arrivé il y a une demi-heure, que je vais me retrouver avec toi, qu'on va être sur un podcast très sympa, où on va parler de mes activités. Dans la manière dont je pense ma journée, donc je l'imagine, conditionne déjà la manière dont je vais la vivre. Ok. Si à l'inverse, je m'étais dit ce matin en me levant, je suis fatigué, je dois prendre le train, ça va être 2 heures de train, ça va être fatigant, je vais arriver à Paris, fatigué, le podcast, je ne sais pas s'il va plus ou moins bien se passer. Donc la manière dont je me parle devient une réalité pour mon cerveau et pour mon corps. Ok. Et donc l'idée, c'est de dire la chose suivante, c'est que le matin, quand tu te lèves, c'est toi qui décides de la journée, donc de la réalité que tu vas vivre. Ok. Cette réalité, tu la construis de quelle manière? Tu la construis à partir d'une identité. L'identité, c'est la manière dont je pense, dont je m'exprime, dont je perçois les choses que je vais vivre. Cette manière de penser va produire chez moi ce qu'on appelle des représentations mentales, des images, des sons, des sensations. Donc ce matin, quand je me suis projeté, j'avais une image déjà de ce que l'on allait vivre tous les deux. Ok. On fait tout ça. Donc ce que je suis en train de vivre, je l'ai déjà imaginé quelque part. Et cette représentation mentale va produire chez moi un état émotionnel. Ok. De joie, de peur, de tristesse, de colère. Bon, c'était plutôt de joie. Et cette émotion de joie va me permettre de me mettre en action au travers d'un comportement qui va être plutôt adapté à ce que je veux vivre. Et c'est au travers de ces comportements que je vais construire une expérience qu'on est en train de vivre. Et cette expérience se rajoute à des expériences que j'ai jamais vécues. Ok. Et la somme des expériences que je vis deviennent ma réalité Ok. et me rapproche des objectifs que j'ai envie d'atteindre. Ok, d'accord. Et tu vois, dans ce que tu as expliqué, il y a plusieurs choses très intéressantes. Mais déjà, j'ai l'impression que c'est un peu le matin, il y a une forme de préparation mentale, quelque part. Mais aussi, tu as parlé de l'état émotionnel. Est-ce que tu peux revenir très rapidement dessus? Et parce que c'est quelque chose qui est important, dont on n'a pas conscience et que les gens négligent très souvent. Est-ce que tu peux en parler un peu? Oui. Bon, les émotions, hein, c'est au cœur du sujet, Oui. parce que tout passe et toutes les émotions traversent toutes tes expériences. Le matin, oui, c'est du conditionnement mental, mais on fait tout ça sans s'en rendre compte. Il y a ceux qui vont subir la manière dont ils se parlent, il y a ceux qui vont prendre la main dessus. La préparation mentale, préparer un athlète mentalement à ce qu'il va vivre, c'est lui proposer des outils qui vont lui permettre de construire ce qu'il a envie de vivre. Actuellement, j'ai des athlètes, et j'en avais 20 qui ont participé aux derniers Jeux Olympiques. Là, j'en ai un peu plus de 20 qui préparent les prochains Jeux Olympiques de Los Angeles. Le matin, quand ils se lèvent, ils se posent tous la question de savoir s'ils vont participer aux Jeux Olympiques. Donc, ils l'imaginent. Ils s'imaginent les étapes qu'ils vont devoir franchir pour y arriver. Pour certains, ils s'imaginent sur un podium, pour d'autres, peut-être champions olympiques. Donc, ce qu'ils sont en train de se raconter conditionne leur quotidien. Et donc, quand tu fais de la préparation mentale et que tu échanges avec un athlète, tout de suite, très rapidement, tu sais dans quel champ se situe l'athlète. Et tout ton job, ça va être ça. Ça va être, au travers de ce qu'il se dit, de ce qu'il se raconte, lui permettre de bien identifier, notamment les croyances. Est-ce que ce que tu te dis est aidant pour toi ou est-ce que ça te limite? Parce que c'est en train de réguler, donc d'impacter ton état émotionnel. Ok. J'ai eu, c'était hier, j'ai lu Mathilde, une joueuse de tennis professionnelle, qui a vraiment beaucoup progressé en l'espace d'un an en préparation mentale, énormément. Elle a gagné 1000 places au niveau mondial. Et là, elle arrive quelque part, c'est ce qu'elle me dit, à un plafond de verre. Parce que la progression, tu vois, ça ne peut pas tout le temps être comme ça. Et là, il y a les doutes qui arrivent. Ouais. J'ai l'impression de nouveau de jouer comme je jouais avant, de me laisser perturber par mes pensées, de moins bien réguler mes émotions. Je lui dis non, c'est pas possible. Souviens-toi où tu étais il y a un an. Elle me dit ah ouais, t'as raison. Donc tu vois, en fait, l'accompagnement, c'est ça. C'est en permanence. La personne me parle et au travers de ce qu'elle me dit, j'identifie ce qu'elle est en train de se raconter, qui est en train de l'impacter psychologiquement et physiologiquement. Okay. Parce que quand elle me dit ça, elle est plutôt, c'est ce qu'elle me disait, dans un état de figement. Tu vois, j'ai l'impression d'être figé, de ne plus arriver à savoir jouer. Donc là, ça va être, hop,
tu la sors De de sa tête, tu prends de la hauteur, ça s'appelle mettre l'athlète en métacognition, et tu vas t'observer en train de me parler. Mhm. Et quand tu m'observes en train de te parler, qu'est-ce que tu te dis? Elle me dit oui, non, là, ça va pas. Ouais. Donc, tu vois, une des choses qui est importante en préparation mentale, mais dans tous les accompagnements, c'est permettre à la personne que tu accompagnes justement de sortir, d'avoir une position beaucoup plus haute et de s'observer en train de parler, en train de réguler ses émotions plus ou moins bien, en train de plus ou moins bien dormir. Bref, de lui permettre de mettre encore plus de conscience sur ce qu'elle produit au quotidien, et dans ce qu'elle produit, qu'est-ce qui pourrait la bloquer. Ok.